monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 19 décembre 2023. Il est 7h en temps universel, voici le sommaire. Jour de repos pour les candidats aux élections générales prévues demain 20 décembre en RDC, les derniers échos avec nos envoyés spéciaux sur place. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait lancer ce mardi un retrait anticipé mais progressif des casques bleus de la RDC. Au Burkina Faso, les autorités accusent des groupes djihadistes de commettre des massacres contre des civils et invitent les populations à la vigilance. Incendie hier d'un dépôt d'hydrocarbures à Conakry en Guinée. Le dernier bilan fait état d'au moins 14 morts et 190 blessés. Au moins 118 morts dans un tremblement de terre en Chine. Le président Xi Jinping appelle à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de recherche et de secours. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un jure d'accélérer le développement nucléaire de son pays et met en garde Washington après le lancement d'un puissant missile balistique. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques et les sports, mais pour commencer, le journal. En République démocratique du Congo, après un mois de meetings et de promesses, la campagne pour les élections de demain s'est terminée hier soir. Pour son dernier meeting, le président sortant, Félix Tshisekedi, s'est rendu dans une commune populaire de Kinshasa. Ce mardi devrait en principe être jour de repos pour les candidats. Les précisions de John Lindon, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa. Aucun événement politique n'est prévu ce mardi sur toute l'étendue du territoire. La campagne pour les élections de demain 20 décembre s'est officiellement terminée hier soir. Pendant un mois, les 100 000 candidats à ces élections ont sillonné des milliers de kilomètres pour des meetings, pour faire entendre leur message et tenter de convaincre les indécis. Mardi soir, Félix Tshisekedi, actuel président qui brigue un second mandat, a chauffé le stade Tata Raphaël lors de son dernier meeting, promettant au passage de déclarer la guerre au Rwanda en cas d'attaque. Les regards se tournent désormais vers la CENI, dont beaucoup se doutaient de la capacité d'organiser ce scrutin à la fois présidentiel, parlementaire, provincial et municipal, dans un pays immense et qui manque cruellement d'infrastructures. De nombreux Congolais espèrent que les scrutins se passeront dans de bonnes conditions et sans violence. John Lindon, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait lancer ce mardi un retrait anticipé mais progressif des casques bleus de la RDC à partir de fin 2023, comme réclamé par Kinshasa. Le Conseil examine un projet de résolution à cet effet. Il devrait aussi souligner son inquiétude concernant l'escalade de la violence dans l'Est et les tensions entre le Rwanda et la RDC selon le projet de texte vu par l'AFP. Le gouvernement congolais réclame depuis des mois un retrait accéléré des casques bleus à partir de fin 2023 et non fin 2024. Il juge la force onusienne inefficace pour protéger les civils face aux groupes armés et milices qui sévissent depuis 3 décennies dans l'est du pays. Au Soudan, les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide, se sont emparés lundi de la ville de Roufa et fait de nouvelles incursions dans la ville voisine de Ouad Madani, toutes deux dans l'état d'Al Jazeera, jusque-là épargnées par les hostilités, selon des témoins. Les FSR ont pris le contrôle du quartier général de l'armée, du bureau de la police et de l'hôpital après un affrontement qui a duré 1 heure, ont indiqué des témoins. L'armée a pour sa part assuré que la situation sécuritaire s'est stabilisée, appelant les habitants à ne pas quitter leur maison. En Guinée, le bilan des morts et des blessés dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry ne cesse de s'alourdir. L'explosion du principal dépôt de carburant du pays a paralysé la capitale et provoqué d'importants dégâts matériels. Le point avec Rosine Mounezero. Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles et demandé aux travailleurs du secteur public et privé de rester chez eux. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de la Société des eaux de Guinée sont restés longtemps autour du site de l'incendie. La zone portuaire est bouclée par les forces de sécurité qui ont érigé des barrages sur plusieurs kilomètres. Une cellule de crise coordonnée par le ministre de la Sécurité Bachir Diallo a été mise en place et un plan d'urgence sanitaire a été activé pour la prise en charge des blessés. Un numéro d'appel d'urgence a aussi été mis en service. Monsieur Diallo a annoncé l'arrivée de secouristes du Sénégal et du Mali voisin.
Les stations-service sont provisoirement fermées sur l'ensemble du territoire national pour éviter la spéculation et un point d'évacuation de la population riveraine a été établi au Palais du Peuple, siège du Parlement. En attendant les enquêtes pour connaître les causes exactes de l'incendie ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, j'appelle le peuple de Guinée à la solidarité et à la prière pour la nation en ces moments de dure épreuve, a déclaré le chef de la junte Mamadi Doumbouya sur sa page Facebook. Au Burkina Faso, les autorités de la transition ont accusé lundi des groupes djihadistes de commettre des massacres contre des civils dans le nord du pays. Elles ont par ailleurs invité les populations à n'accorder aucun crédit à des images d'exactions commises par des hommes armés présentés comme des soldats burkinabés. Nani Talani nous en dit plus. Depuis début décembre, plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux accusent l'armée d'avoir commis des exactions contre des civils dans la zone de Dibo, dans le nord du pays. Le gouvernement invite les populations à n'accorder aucun crédit aux images vidéo qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, a écrit le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, dans un communiqué. D'après le ministre, il s'agit de montages perfides destinés à jeter le discrédit sur les forces de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée qui ont opposé une résistance face à la déferlante terroriste qui a échoué à prendre le contrôle du camp de Dibo le 26 novembre. Ce jour-là, des djihadistes ont mené une attaque massive contre un détachement de l'armée à Dibo. Aucun bilan officiel n'a été communiqué. Au moins 40 civils ont été tués et 42 autres blessés, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Les médias d'État avaient même affirmé que la riposte de l'armée avait permis de neutraliser plus de 400 terroristes. Dibo, proche de la zone dite des trois frontières, est assiégée depuis des mois. Plusieurs convois cherchant à la ravitailler ont été attaqués. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Un tremblement de terre a fait au moins 118 morts dans la nuit de lundi à mardi dans la province de Ganzhou, dans le nord-ouest de la Chine, où les équipes de secours étaient à la recherche de survivants dans les décombres, selon les médias d'État. Le séisme, d'une magnitude 5,9 selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis et dont l'épicentre est situé à environ 1300 km de Pékin, a aussi causé d'importants dégâts matériels, poussant des habitants à s'enfuir. Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt ce mardi et à s'assurer la sécurité des survivants et de leurs biens. Les États-Unis ont dit hier être prêts à fournir davantage des armes à Israël tout en appelant à acheminer davantage d'aide à Gaza. Pendant ce temps, des frappes israéliennes ont encore tué des dizaines de Palestiniens. Idriss Fall. En visite hier en Israël, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a assuré au Premier ministre Benjamin Netanyahou que les États-Unis vont continuer à fournir à l'État hébreu l'équipement dont il aura besoin, y compris des munitions critiques, des véhicules tactiques et des systèmes de défense aérienne. Alors que l'aide internationale dont l'entrée est soumise à l'autorisation d'Israël arrive en quantité limitée, le ministre américain a mis en avant la nécessité de fournir une aide humanitaire accrue auprès de 2 millions de personnes déplacées à Gaza et de mieux répartir cette aide. Le Hezbollah libanais a ouvert un front avec des tirs quasi quotidien et Israël riposte avec des bombardements, le chef du Pentagone a appelé le Hezbollah à veiller à ce que ces actions ne débouchent pas sur un élargissement du conflit. En mer Rouge aussi, les rebelles houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont multiplié les attaques près du détroit de Bab el-Mandeb qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transite 40% du commerce mondial. Selon le ministre américain de la Défense, ces attaques sont irresponsables, dangereuses et violent le droit international. Ajoutons que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer ce mardi sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités dans la bande de Gaza après les vétos opposés par les États-Unis à de précédentes
tentative. Initialement prévu lundi, ce vote a été reporté à mardi pour permettre de plus amples négociations autour de ce nouveau projet de résolution. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a juré d'accélérer le développement nucléaire de son pays et mis en garde Washington contre toute mauvaise décision après avoir supervisé le lancement du missile balistique le plus puissant du pays. Kim Jong-un a déclaré que le tir de lundi envoyait un signal clair aux forces hostiles et définissait de nouvelles tâches importantes pour le développement des forces nucléaires stratégiques de son pays, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Ceci intervient au lendemain de l'arrivée du sous-marin américain USS Missouri au port sud-coréen de Busan et après une mise en garde samedi de Washington et Séoul que toute attaque nucléaire de Pyongyang entraînerait la fin du régime nord-coréen. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Rosine Mounezero. La production de cacao de la Côte d'Ivoire pour la campagne 2023-2024 devrait atteindre 1,75 million de tonnes contre une prévision de 1,8 million de tonnes. Cette baisse est due à la propagation de la maladie des pousses observée dans les plantations de cacao dans 11 sur les 13 régions productrices, ont indiqué des sources industrielles lundi. Au Congo-Brazzaville, le Parlement a adopté le budget pour 2024 qui s'élève à 2605,7 milliards de francs CFA en recettes et à 2067,7 milliards de francs CFA en dépenses, ce qui dégage un excédent de 536 milliards de francs CFA qui sera utilisé pour financer une partie du déficit de trésorerie et des investissements. Le budget 2024 fait des secteurs sociaux une priorité, notamment l'éducation, la santé et l'infrastructure. Au Maroc, le ministère du Tourisme s'attend à ce que le nombre d'arrivées en 2024 atteigne 14 millions d'ici la fin de l'année, avec 13,2 millions de visiteurs fin novembre. Nanit Talani pour l'actualité sportive. Bonjour Nanit. Bonjour Oumfa, bonjour à tous. Championnat scolaire de la CAF, les Marocaines représenteront la zone UNAF, l'Union du football d'Afrique du Nord, après leur écrasante victoire sur les Libyennes 12-0. Pour leur deuxième match, les Lioncelles de l'Atlas ont en effet écrasé leurs adversaires libyennes 12-0 avec un quintuplé de Mariem Obla. Ce large succès permet donc à l'équipe féminine du Maroc de remporter le titre à une journée de la fin et de devenir le représentant féminin de la zone UNAF au championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF. CAN 2023, le Mali rencontrera la Guinée-Bissau en match amical le 3 janvier. Le Mali et la Guinée vont effectivement se mesurer en amical le 3 janvier prochain à Bamako, la capitale malienne. L'équipe nationale bissau-guinéenne va y rester jusqu'au 7 janvier, date à laquelle elle rejoindra la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. La Guinée-Bissau est logée dans la poule A avec la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pays organisateurs, avec lequel les Bissau-Guinéens vont d'ailleurs disputer le match d'ouverture le 13 janvier 2024. Le Conseil de la FIFA nomme le Chili et la Pologne hôtes des compétitions juniors de la FIFA. Le Chili accueillera la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans FIFA 2025 et la Pologne sera l'hôte de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans FIFA 2026. C'est ce qu'a décidé le Conseil de la FIFA, réuni avant les demi-finales de la Coupe du monde des clubs FIFA 2023 à Jeddah en Arabie Saoudite. Depuis 1962, le Chili organise des événements de la FIFA au plus haut niveau, le plus récemment étant la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA en 2015. La répartition des places pour les deux Coupes du monde reste inchangée par rapport aux éditions précédentes. Voici par ailleurs les dates importantes à garder. Coupe des Nations UFC 2024 du 15 au 30 juin 2024. CONCACAF Gold Cup 2025 du 14 juin au 6 juillet 2025. Tournoi de qualification olympique de football féminin de l'UFC 2024 du 7 au 19 février 2024. L'Euro féminin de l'UEFA 2025 du 2 au 27 juillet 2025. Merci Nani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa avec vous. Maintenant, la partie magazine. En RDC, les candidats à la présidentielle ont tenu le dernier rassemblement électoral lundi après une campagne tendue mais qui s'est déroulée sans incident majeur malgré les doutes sur la possibilité d'organiser le vote à temps. Certains Congolais de la province du Nord Kivu, occupés par le M23, ne pourront pas voter mercredi. Plus de détails avec Blanche Sanou. À la présidentielle, en RDC, élection à un seul tour, le chef de l'État sortant Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat de 5 ans. Il fera face à 18 candidats. Après un mois de meeting, la campagne s'est terminée sur des promesses des principaux candidats comme Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Denis Mukwege. Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Faites-moi encore confiance et vous verrez que nous bâtirons notre pays ensemble. Dès que je prendrai mes fonctions de président, je vais créer un fonds spécial pour le Nord Kivu et l'Ituri. Nous allons ramener l'unité nationale aujourd'hui. Depuis le départ de Mobutu, si nous pouvons nous souvenir de lui pour une seule chose, c'est quoi? L'unité nationale. Donnez-moi le pouvoir de diriger ce pays et je mettrai fin à la guerre. C'est la première chose à faire. La campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Le doute qui planait sur l'organisation de ces élections s'est levé lorsque l'ONU a accepté la requête du gouvernement pour un appui logistique. Les jeunes Congolais ont déclaré qu'ils ont de grands espoirs que leur vote leur offrira un avenir meilleur. Alfred Bopando, chef d'entreprise de finance et de communication. Pour le président qui sera élu, moi j'attends beaucoup de lui. Je serai très exigeant. Pourquoi? Parce que lors de la campagne, on les attend tous dire qu'ils vont vraiment changer les choses. L'association Human Rights Watch a alerté sur les violences électorales qui risquent de compromettre la tenue du scrutin. Les combats se sont calmés depuis environ une semaine, mais les rebelles continuent d'occuper de vastes pans du Nord Kivu dans lesquels les habitants ne pourront pas voter. VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM. Les élections en RDC sont suivies de près par de nombreux Congolais de la diaspora. C'est le cas de Fatou Marukundo et Toto Alimassi, un couple de fermiers vivant ici aux États-Unis. Après avoir été contraints de fuir leur pays, ils ont passé des années en Ouganda dans un camp de réfugiés. En 2011, ils ont atterri dans la ville de Houston, au Texas. Le couple parle de ses attentes par rapport aux élections en RDC. Blanche Sanou est allée à leur rencontre. Je m'appelle Fatou Marukundo. Je suis cultivatrice ici à Houston. J'ai mis au monde 13 enfants. Je m'appelle au nom de Alimas Mitusela Toto et peut-être notre nom Kwangaba. Nous sommes très contents d'être ici à Houston, Texas, où nous sommes en train de faire le farming. Je souhaite que dans notre Congo, on fait des bonnes écoles pour les enfants. I wish in my country que les hôpitaux soient free. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Je suis né le 30 juillet 1960. Maintenant, j'ai plus de 60 ans. Mon pays dans les mêmes problèmes. Donc, on ne parlerait plus d'attente, mais plutôt, c'était le grand moment que les choses changent. Né dans le désordre, et vieillir dans le désordre, et les autres, mes collègues avec qui nous avons été nés, sont déjà morts sans voir les changements. Mes attentes pour le Congo sont les droits humanitaires, les droits d'une personne, la valeur humaine de l'homme. Et en plus de cela, je voudrais peut-être qu'il y ait que la justice soit à sa juste place. Et finalement,
dans le domaine social. Dans le domaine social, que l'homme congolais puisse aussi manger les biens de son pays. Un grand pays comme celui-là. Chez nous, par exemple, quand il pleuvait, vous pouvez passer à côté de la rivière, tu trouves une boule d'or. Tu trouves une boule d'or, tu vas vendre, tu as de l'argent. Mais un pays très riche comme ça, et les gens souffrir jusqu'au niveau où nous entendons parler chez nous, où nous envions venir ici, c'est vraiment déplorable. Mais nous prions pour que le Seigneur aide afin que les élections se passent dans les due et bonne forme et que le pays trouve une administration. Ce n'est pas question du président, puisqu'un président seul, comme disait Mobutu, lui seul ne peut rien, mais avec l'appui de tous ceux qui l'occupent. Voilà. Que le président soit là et que son entourage change de mentalité. Et nous n'arrivons pas à comprendre. Nous sommes au bout. Nous voulons que le Congo revienne à la normale. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. En Guinée, une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans l'explosion du principal dépôt de Conakry. Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara. Selon la police, 11 personnes ont péri dans l'explosion dans le dépôt de carburant de Kaloum. Une chaîne de solidarité est lancée depuis le matin au Palais du Peuple de Conakry, où les victimes reçoivent des assistances de plusieurs natures. Il faut que l'État nous aide, parce qu'à l'heure là, c'est difficile. Toutes notre maisons sont gâtées, tout. Télévision, congélateur. C'était venu à 0h06. On est tous couchés. C'est aux environs de minuit que le feu s'est déclaré dans le grand dépôt de carburant de Conakry. Un incendie qui a surpris des familles, certaines en plein sommeil. Ce proviseur s'en est sorti avec plus de chance. J'ai dormi. C'est le bruit qui m'a fait réveiller. Et je me suis réveillé sous décombre. Le plafond, tout est tombé sur moi. Et c'est Dieu seul qui m'a sauvé. D'ailleurs, c'est les enfants qui sont venus me faire sortir. La seule chose que j'ai pris, c'est mon téléphone. Parce que ça, c'était à côté de moi. L'origine de l'incendie n'est pas toujours connue. Le gouvernement guinéen a annoncé des enquêtes. Les sapeurs-pompiers étaient encore en action il y a quelques heures pour venir à bout du gigantesque feu visible à des centaines de mètres. Le colonel Mohamed Kamara est directeur général de la protection civile. Notre travail ici pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. Parce que l'endroit, il y a la cité à côté, il y a la maison centrale, il y a les bâtiments d'habitation. Les travailleurs des secteurs publics et privés ont été priés de rester chez eux. Les écoles et stations-service sont restées fermées ce lundi. Des mesures annoncées par le gouvernement guinéen en attendant une maîtrise totale de la situation. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Sigiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry. Les 9 et 10 janvier 2024, Ouidia sera la capitale internationale de la célébration du Vodun au Bénin. Un parcours du centre-ville au bord de mer permettra une immersion dans les rythmes, chants, danses et symboles du Vodun. L'événement fera découvrir au monde la pluralité et la diversité des divinités dont regorge le panthéon Vodun au Bénin. Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou, nous amène à la découverte de la divinité Mamiwata, présentée comme celle qui gouverne la richesse. Voici son reportage. Le Bénin, malgré sa grande histoire avec le christianisme, reste, selon les gardiens de la tradition, une terre du vaudou, et ceci à travers une multitude de divinités.
Selon les adeptes, le vaudou Mami Wata, dont est la mère de toutes, avec un contrôle absolu sur la santé, la fécondité, la beauté et la richesse. Dieu a fait ce monde et a confié chaque compartiment à des entités données. Alors, l'entité qui consiste, l'élément qui consiste de la mer est donné à cette entité qui est Mami Wata. Donc, tout ce qui regorge dans la mer est gouverné par Mami Wata. C'est la divinité de l'océan et c'est la déesse des eaux. C'est notre divinité dans là qui est toujours Mami. C'est pas dit Mami. Originaire du royaume de Dahomey, le vaudou Mami Wata est devenu celle qui est la plus célébrée à Ouidah en raison des millions d'esclaves qui y ont transité avant leur déportation. À partir du XVIIIe siècle, ce culte compte aujourd'hui plus de 50 millions de membres à travers le monde. Prince Zedeka parle des spécificités de la divinité. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, dans la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême, lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont dans de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Au Bénin, toutes les familles sont presque touchées par cette divinité. Ce sont généralement les femmes qui sont les adeptes, même si les hommes ne sont pas exclus. Certaines l'acceptent facilement comme entité qui les gouverne, mais d'autres, comme Alice, y sont forcées après avoir essuyé de nombreux échecs, et ceci sur tous les plans. C'était depuis mon jeune âge qu'on a senti l'histoire. Une petite fille, quand on me met les perles le matin, avant midi, je crois que je perds beaucoup de poids et les perles s'enlèvent de moi. Je ne prends jamais de poids. Et un midi du retour de l'école, la circulation a coupé complètement, il n'y avait plus de passants. J'ai rencontré un monsieur blanc d'un certain âge qui n'est pas habillé mais vêtu de blanc. Il m'a arrêté pour me dire, toi, si tu rentres, dis à tes parents, s'ils ne se réfèrent pas à ce qui t'incarne, tu vas beau étudier, mais tu n'auras pas satisfaction. La suite, ce sera une initiation au couvent pour la jeune fille qui aujourd'hui est à son aise et ne jure que par la divinité Mami Wata. Mais toutes les familles n'acceptent pas de voir leurs enfants gouvernés par une telle entité et livrent contre elle un combat à coups de prière et de rituels. Mais pour Unongan Adodo Tchetula, prêtre Mami Wata, toute résistance est vaine. L'être qui est Mamisi là, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être Mamisi, mais il est né avec, c'est dans son sang. Mais un prêtre, un pasteur, est-ce qu'il va changer l'état du sang de la personne? Est-ce que après avoir fait la prière, le groupe sanguin de la personne change? Il ne peut pas changer l'état de la personne, ce qu'il est, ce à quoi il est lié, c'est impossible. Pour Unon Bembeza, il est temps que certains Béninois cessent d'avoir honte de ce qu'ils sont. Pour lui, le Bénin est une terre de vaudou et la multitude des fidèles chrétiens qui combattent les religions endogènes n'y changeront rien. Nos aïeux, nos aînés, nos ancêtres avaient trop occulté notre culte et les gens ont eu le temps de nous diaboliser, de nous coller des étiquettes qui ne nous représentent pas. Alors aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'aller un peu à l'école, on a décidé de communiquer autour du culte vaudou. Nous voulons faire savoir tout le monde que vaudou est la religion la plus proche de vérité. C'est d'ailleurs conscient de la vitalité et de l'importance de son patrimoine culturel et culturel que le Bénin a décidé de mettre en valeur cet héritage qu'il en partage avec de nombreux pays et cultures du monde en s'affirmant en tant que berceau du vaudou. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.